tu comprends bien que c'était pour le bien de tout le monde. La phrase est tombée à la fin, presque comme une conclusion évidente. Elle a été prononcée calmement, sans colère, sans tremblement, comme une vérité qui n'aurait plus besoin d'être discutée. Autour de la table, personne n'a protesté. Certains ont hoché la tête, d'autres ont détourné le regard, et moi, je suis restée immobile, avec cette sensation étrange d'être soudain de trop. C'est à cet instant précis que j'ai compris. Ils avaient protégé le secret. Mais personne, jamais, ne m'avait protégé. Moi. Nous étions réunis pour ce qu'ils appelaient une mise au point. Une conversation nécessaire, disait Aïl. Une façon de clarifier les choses avant que je ne tire de mauvaises conclusions. Le ton était posé, presque pédagogique, comme si l'on s'adressait à quelqu'un d'un peu trop sensible, qu'il fallait rassurer avant tout. On m'expliquait. On me racontait. On reformulait le passé avec des mots choisis. À l'époque, c'était compliqué. On a fait comme on a pu. Tu étais trop jeune pour comprendre. Chaque phrase avait été polie par le temps, débarrassée de tout ce qui aurait pu ressembler à une faute. Je les écoutais, vraiment. Mais quelque chose en moi s'était déjà décroché. Ce n'était pas de la colère. Pas encore. C'était une lucidité brutale, presque physique. Une prise de conscience qui ne passe pas par les mots, mais par le corps. J'avais froid. J'avais chaud. J'étais là, et pourtant exclue de ce qui me concernait le plus. Quand j'ai posé une question, une seule, l'atmosphère a légèrement changé. Et moi? Ce mot, si simple, a flotté un instant. Moi? Ils se sont regardés. Une hésitation. Puis quelqu'un a répondu, « Ce n'était pas contre toi. » Cette réponse m'a coupé le souffle. Parce qu'elle confirmait exactement ce que je commençais à comprendre. Ce n'était pas contre moi. C'était sans moi. Et cela, visiblement, leur semblait acceptable. On m'a expliqué que le secret avait été nécessaire, qu'il fallait protéger l'équilibre, préserver la famille, éviter le scandale, épargner des souffrances inutiles. On parlait de tout, sauf de ce que ce silence m'avait coûté. Comme si ma douleur était un dommage collatéral raisonnable. Je me suis entendu dire, mais moi, je l'ai vécu. Un silence s'est installé, un silence lourd, inconfortable. Puis quelqu'un a murmuré. On ne pensait pas que ça te toucherait à ce point. Cette phrase a été le véritable choc. Pas le secret en lui-même, pas même le mensonge. Mais cette certitude tranquille que j'étais supposée encaisser. Que j'étais assez solide pour porter ce poids. Seule, sans explication, sans protection, sans choix. Je me suis rappelé, à cet instant, toutes ces années où j'avais eu l'impression de porter quelque chose d'invisible. Une inquiétude sourde. Une honte sans cause claire. Une impression persistante de ne pas être tout à fait à ma place. Tout prenait sens. Ce malaise n'était pas une fragilité personnelle, c'était la conséquence directe d'un secret soigneusement entretenu. Ils avaient protégé une histoire. Ils avaient protégé des adultes. Ils avaient protégé une image. Moi, je n'avais protégé personne. Et personne ne m'avait protégé. Et je les regardais parler encore, justifier, expliquer, minimiser. Leurs mots glissaient désormais sur moi, sans m'atteindre comme avant. Quelque chose s'était déplacé. Je n'étais plus dans l'attente d'une reconnaissance. Je voyais enfin le mécanisme à l'œuvre. Quand on protège un secret trop longtemps, on finit toujours par sacrifier quelqu'un. Et cet quelqu'un, c'était moi. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai simplement dit, d'une voix plus calme que je ne l'aurais cru possible. Vous avez protégé ce secret comme s'il était précieux. Moi, je n'ai jamais été traitée comme tel. Personne n'a répondu. Parce qu'il n'y avait plus rien à justifier. La vérité n'était pas discutable. Elle était là, nue, dérangeante. En quittant la pièce, j'ai senti une chose nouvelle m'envahir. Pas une force spectaculaire, pas une certitude triomphante, mais une détermination silencieuse. Je n'étais plus prête à porter ce qui ne m'appartenait pas. Plus prête à confondre protection et abandon. Plus prête à me taire pour préserver ce qui m'avait brisé. Ce jour-là, ils ont peut-être cru avoir clos le sujet. En réalité, c'est ce jour-là que tout a commencé. Parce que pour la première fois, je ne cherchais plus à comprendre pourquoi ils avaient protégé le secret. Je cherchais à comprendre comment, désormais, j'allais me protéger moi-même.
Avant cette réunion, avant cette phrase « c'était pour le bien de tout le monde », ma vie me semblait cohérente. Pas parfaite, non, mais compréhensible. Je pensais connaître mes repères, mes fragilités, mes forces. Je croyais que ce que j'avais ressenti pendant des années relevait de mon caractère, de ma sensibilité peut-être excessive. Je ne savais pas encore que cette sensation persistante d'insécurité avait une origine précise, soigneusement dissimulée. Mon enfance s'est déroulée dans un climat que l'on qualifiait de stable. Il n'y avait pas de cris, pas de violence visible. On valorisait le calme, la discrétion, la retenue. Les émotions trop vives étaient rapidement canalisées. Ce n'est pas grave, ça passera. Ne fais pas d'histoire. Ces phrases faisaient partie du décor, répétées avec douceur, presque avec tendresse. J'ai appris très tôt à me tenir tranquille, à observer avant de parler, à sentir quand il fallait se taire. Cette aptitude était souvent saluée. Tu es mature pour ton âge, disait Aon. Je prenais ces mots comme un compliment, sans comprendre qu'il me plaçait déjà dans une posture particulière, celle de l'enfant qui s'adapte au silence des adultes. Je n'ai jamais manqué matériellement. On veillait à ce que tout paraisse normal. Les anniversaires étaient fêtés, les repas pris ensemble, les photos rangées dans des albums bien ordonnés. De l'extérieur, rien ne laissait deviner un déséquilibre. À l'intérieur, pourtant, quelque chose sonnait creux. Une impression diffuse de devoir mériter sa place, sans savoir pourquoi. Je me souviens de cette sensation récurrente, d'être en trop. Pas rejeté, non, mais toléré. Comme si ma présence devait rester légère, discrète, sans trop de besoin. Quand je pleurais, on me consolait rapidement, mais on ne me demandait jamais ce qui faisait vraiment mal. L'important était que ça cesse. Avec le temps, j'ai intégré cette logique. J'ai appris à ne pas insister, à ne pas poser de questions qui dérangent, à me contenter de ce que l'on me donnait, affectivement comme symboliquement. Je croyais que c'était ça, être aimé. Ne pas compliquer les choses. À l'adolescence, ce sentiment s'est accentué. Les autres semblaient savoir qui ils étaient, d'où ils venaient. Moi, je ressentais un flou que je n'arrivais pas à expliquer. Je mettais cela sur le compte du passage à l'âge adulte, de l'incertitude normale. Personne ne m'a aidé à creuser. On me disait que je réfléchissais trop. Il y avait aussi ces silences étranges autour de certains sujets, des noms que l'on ne prononçait pas, des périodes de temps dont on parlait peu. Quand je demandais, on me répondait par des généralités. Ce sont des histoires anciennes. Ça n'a plus d'importance. Je n'insistais pas. J'avais compris que certaines portes ne devaient pas être ouvertes. Ma vie d'adulte s'est construite dans cette continuité. J'ai cherché la sécurité. Des relations où je pouvais être utile. Des contextes où l'on ne me demandait pas trop. Je me suis souvent retrouvée dans la position de celle qui soutient, qui comprend, qui encaisse. J'étais forte, disait Aon. Résiliente. Je croyais que c'était une qualité. Pourtant, cette force avait un coût. Je me sentais rarement protégée. Même dans les moments difficiles, j'avais l'impression que je devais tenir seule. Je ne savais pas pourquoi. J'avais une famille, des proches, mais je ne me sentais jamais entièrement enveloppée, jamais totalement soutenue. Comme si une distance invisible s'interposait toujours. Je me rends compte aujourd'hui que cette distance n'était pas imaginaire. Elle avait été installée très tôt. On m'avait appris à être celle qui supporte, pas celle qu'on protège, celle à qui l'on explique après coup, jamais celle qu'on prépare. Celle qui comprend, jamais celle qu'on consulte. Ma vie d'avant n'était pas un mensonge. Elle était construite autour d'un secret qui la traversait sans être nommé. Ce secret avait façonné les comportements, les précautions excessives, les silences polis. Il avait justifié une forme de mise à l'écart douce, presque bienveillante. En repensant à cette période, je n'éprouve ni rancœur ni honte. J'éprouve une tristesse lucide, celle de comprendre que j'ai grandi dans un environnement où l'on protégeait quelque chose de plus important que moi. Une vérité jugée trop dangereuse pour être dite. Et moi, jugée assez solide pour vivre sans. Ce passé, je ne le renie pas. Il m'a construite. Mais je sais désormais qu'il ne me disait pas tout. Et cette omission, aussi silencieuse soit elle, a orienté chaque étape de ma vie, sans que j'en aie conscience. La vie d'avant était une vie sous protection apparente. Mais elle était surtout une vie sans protection réelle.
Et c'est en comprenant cela que j'ai commencé enfin à regarder mon histoire autrement. Avec le recul, je comprends que les premiers signes n'ont jamais été violents. Ils étaient discrets, presque élégants. Des détails que l'on peut facilement ignorer, surtout quand on a appris à minimiser ce qui fait mal. À l'époque, je ne les appelais pas des humiliations. Je les rangeais dans une catégorie plus acceptable. Des maladresses, des oublis, des malentendus. Tout commençait souvent par des regards. Des regards qui glissaient sur moi sans s'arrêter. Des conversations qui se poursuivaient comme si je n'étais pas là. J'étais présente physiquement, mais pas vraiment incluse. Quand je parlais, on m'écoutait poliment, puis on revenait rapidement au sujet précédent. Je me disais que ce n'était rien, que je n'étais pas intéressante, à ce moment-là. Il y avait aussi ces remarques dites sur le ton de l'évidence. Tu es forte. Toi, tu comprends. Toi, ça ne te dérange pas. On sait que tu ne prends pas les choses mal. Ces phrases, répétées au fil du temps, ont fini par me définir. Elles construisaient une image de moi qui ne laissait aucune place à la fragilité. Si je ressentais de la peine, c'était presque une contradiction. Comme si j'avais accepté, sans m'en rendre compte, un contrat tacite. Je pouvais être là, à condition de ne rien réclamer. Dans certaines réunions familiales, je sentais que ma présence devenait accessoire. Les décisions importantes se prenaient ailleurs, parfois avant même que j'arrive. On m'informait après coup, toujours avec le même sourire rassurant. On ne voulait pas t'inquiéter. Je remerciais. Je croyais qu'on me protégeait. En réalité, on me contournait. Il y avait aussi ces moments où l'on plaisantait à mes dépens. Rien de méchant, disait Taon. Des allusions à mon caractère, à ma sensibilité, à ma tendance à trop réfléchir. Tout le monde riait, moi aussi, souvent. Rire était devenu un réflexe. Une manière de montrer que je n'étais pas susceptible, que je savais prendre de la distance. Je ne voyais pas encore que ce rire me coupait un peu plus de ce que je ressentais vraiment. Mais quand je tentais d'exprimer un malaise, la réponse était toujours la même. Tu interprètes trop. Ce n'est pas ce que tu crois. Tu te fais des idées. À force d'entendre ces phrases, j'ai fini par douter de mes propres perceptions. Je me disais que le problème venait de moi. Que j'étais trop attentive aux signes, trop exigeante, trop émotive. J'ai appris à me corriger intérieurement, avant même de parler. À reformuler mes pensées, pour qu'elles deviennent acceptables. Ce rejet doux, progressif, n'était jamais frontal. C'est ce qui le rendait si efficace. Il ne laissait aucune prise pour la contestation. Comment protester contre un oubli? Comment se défendre contre une intention présentée comme bienveillante? Tout était enveloppé dans un discours de protection. Je me souviens d'un événement précis. Une réunion importante, organisée sans me prévenir. J'en ai appris l'existence par hasard. Quand j'ai demandé pourquoi, on m'a répondu « On pensait que ça ne t'intéresserait pas ». Cette phrase m'a blessée plus que je ne l'ai montrée. Elle me réduisait à une version de moi à même que je n'avais jamais choisie. Une personne à laquelle on n'a pas besoin de demander son avis. À partir de là, j'ai commencé à me faire petite. Non pas volontairement, mais par adaptation. Je parlais moins. Je posais moins de questions. Je me concentrais sur ce que je pouvais apporter sans déranger. Être utile devenait une façon de justifier ma place. La solitude s'est installée lentement. Une solitude paradoxale, vécue au milieu des autres. J'étais entourée, mais rarement rejointe. Écoutée, mais peu entendue. Aimée, peut-être, mais pas reconnue dans ma complexité. Je ne savais pas encore que ces petites humiliations étaient liées au secret. Je ne faisais pas le lien. Je pensais simplement que j'étais faite ainsi. En périphérie. Jamais au centre. Aujourd'hui, je comprends que cette mise à distance n'était pas accidentelle. Elle préparait le terrain. Elle rendait mon effacement presque naturel. Ces signes n'étaient pas des accidents relationnels. Ils étaient les symptômes d'un système qui avait besoin que je reste à ma place, celle qui ne pose pas trop de questions, celle qui encaisse sans bruit. Et moi, par loyauté, par habitude, par peur de perdre ce lien fragile, j'ai accepté trop longtemps cette place-là, jusqu'au jour où ce que l'on m'avait caché a cessé d'être abstrait. Mais avant ce jour, il y a eu cette lente accumulation de petites blessures, invisibles pour les autres, mais bien réelles pour moi. La goutte d'eau n'est pas tombée dans un moment de tension. Elle est arrivée un matin ordinaire, dans un silence administratif, presque anodin.
C'est souvent ainsi que les injustices les plus profondes se révèlent. Sans éclat, sans cri, mais avec une précision chirurgicale. J'ai reçu une enveloppe officielle, glissée parmi d'autres courriers. Le papier était épais, le ton neutre, rien n'annonçait le bouleversement qu'elle contenait. J'ai ouvert sans méfiance, convaincu que ce serait une formalité de plus, une information destinée à quelqu'un d'autre, comme souvent. Puis j'ai lu. Une première fois, une deuxième, et enfin, lentement, mot par mot. Il y avait là une décision prise depuis longtemps. Validée. Enregistrée. Une décision qui me concernait directement, mais à laquelle je n'avais jamais été associée. Mon nom figurait dans le document, mais pas ma voix. Pas mon accord. Pas même la trace d'une information préalable. J'existais sur le papier comme un élément passif, une donnée à gérer. Ce n'était plus une impression. Ce n'était plus un malaise diffus. C'était une réalité juridique, froide, implacable. Et soudain, tout ce que j'avais ressenti pendant des années trouvait une explication tangible. Les silences, les détours, les décisions prises pour mon bien, sans jamais me consulter. Tout menait à ce point précis. Je me suis assise. Le document posé devant moi. J'ai senti mon corps réagir avant même que mon esprit n'ait fini de comprendre. Une lourdeur dans la poitrine. Une chaleur étrange dans les mains. Puis une colère sourde, retenue, presque disciplinée. Pas une colère explosive, mais une colère lucide. Celle qui naît quand on réalise que l'on a été délibérément écarté. J'ai appelé, pas pour accuser, pas pour crier, pour demander. La réponse est venue rapidement, trop rapidement, comme si elle avait été préparée depuis longtemps. On ne voulait pas t'inquiéter. C'était plus simple comme ça. On a pensé que tu comprendrais. Ces phrases ont résonné en moi avec une violence inattendue. Comprendre quoi, exactement? Comprendre que l'on avait décidé de ma vie sans moi? Comprendre que mon rôle se limitait à accepter, a posteriori, ce qui avait été jugé nécessaire? J'ai demandé depuis quand. Depuis combien de temps ce document existait? On m'a répondu avec des dates, des années pendant lesquelles j'avais continué à vivre, à aimer, à me taire, sans savoir que des décisions fondamentales avaient été prises dans mon dos. Cette prise de conscience m'a coupé le souffle. Ce qui m'a le plus blessé, ce n'est pas seulement l'acte en lui-même. C'est la logique qui le sous-attendait. On m'avait exclu non pas parce que j'étais incapable de comprendre, mais parce que mon accord aurait compliqué les choses. Parce qu'il aurait fallu expliquer, justifier, prendre le risque que je dise non. À cet instant précis, j'ai cessé de chercher des excuses. J'ai compris que ce n'était pas une erreur. C'était un choix répété, maintenu, protégé. Et moi, j'étais celle qui payait le prix de cette protection. Mais je n'ai pas élevé la voix. J'ai posé le téléphone. Je me suis levée et j'ai fait quelques pas, sans but. Les murs de mon appartement me semblaient soudain différents, comme si l'espace, lui-même, avait changé de nature. Mais je n'étais plus simplement une femme blessée par des silences. J'étais une personne lésée par des actes. Ce jour-là, quelque chose s'est définitivement déplacé en moi. Je ne pouvais plus me contenter de comprendre. Comprendre, je l'avais fait toute ma vie. Comprendre les autres, leurs peurs, leurs choix. Cette fois, il ne s'agissait plus de compréhension. Il s'agissait de justice. Je me suis assise de nouveau, le document entre les mains. Et j'ai pris une décision simple, presque calme. Je n'accepterai plus jamais qu'un secret soit jugé, plus important que ma sécurité, que mon droit à savoir, que mon intégrité. Je ne savais pas encore comment j'allais agir. Je savais seulement que je n'allais plus rester immobile. La goutte d'eau n'a pas provoqué un débordement immédiat. Elle a provoqué une solidification intérieure. Une ligne invisible s'est tracée. Avant, j'encaissais. Après, je questionnais. Avant, je me taisais pour préserver. Après, je me préparais pour me protéger. Ils avaient protégé le secret pendant des années. Ce jour-là, j'ai compris que c'était à moi, désormais, de me protéger moi-même. Après cette découverte, le temps a changé de texture. Les journées continuaient à s'écouler, mais je ne les habitais plus de la même manière. Tout ce qui me semblait auparavant familier était devenu étrange, presque lointain. Les gestes du quotidien, préparer un café, ouvrir les volets, répondre à un message, prenaient une lenteur nouvelle,
comme si chaque action devait désormais passer par un filtre intérieur plus exigeant. Les nuits, surtout, sont devenues des espaces de confrontation silencieuse. Je dormais peu. Je me réveillais souvent avant l'aube, avec cette sensation persistante que quelque chose en moi cherchait à se réorganiser. Je repassais les scènes anciennes, les phrases entendues, des silences accumulés. Non pour me faire souffrir, mais parce que mon esprit tentait de relier enfin des points restés trop longtemps dispersés. Je me suis interrogée sur ma loyauté, sur cette fidélité presque instinctive qui m'avait poussée à protéger les autres, même quand je n'étais pas protégée en retour. J'avais longtemps confondu amour et renoncement. J'avais cru que comprendre, c'était excuser. Que me taire, c'était préserver. Aujourd'hui, je découvrais que ces postures avaient surtout servi à maintenir un équilibre qui ne me plaçait jamais au centre. Je n'ai pas cherché à me juger. Cette introspection n'était pas un tribunal. Elle était un inventaire. J'ai reconnu les peurs qui m'avaient guidée. La peur de perdre l'appartenance, la peur de créer un conflit irréversible, la peur d'être perçue comme ingrate. Ces peurs n'étaient pas honteuses. Elles avaient été nourries par un environnement où le secret passait avant la parole, où l'on valorisait la discrétion plus que la vérité. Il y a eu aussi des moments de tristesse pure. Une tristesse sans colère, sans accusation. Le chagrin de réaliser que personne ne s'était demandé comment je vivais ces zones d'ombre. Que l'on avait supposé, sans jamais vérifier, que je serais assez solide pour porter ce poids. Cette tristesse m'a traversée par vagues. Je l'ai laissée faire. Je savais désormais que la refouler ne ferait que la rendre plus lourde. Dans ces moments-là, je me surprenais à parler à voix basse, comme si je m'adressais à une version plus jeune de moi-même. Je lui disais ce que personne ne lui avait dit. Tu avais le droit de savoir. Tu avais le droit de poser des questions. Tu n'étais pas trop sensible. Ces phrases simples avaient un effet apaisant, presque réparateur. J'ai commencé à écrire, sans intention littéraire. Des pages entières, parfois confuses, parfois très claires. J'y consignais ce que je savais désormais, ce que je ressentais, ce que je refusais d'oublier. Écrire me permettait de fixer la vérité, de l'empêcher de se diluer dans les tentatives futures de minimisation. Le papier devenait un témoin silencieux, mais fidèle. Peu à peu, une question centrale a émergé, insistante. Qu'est-ce que je fais maintenant de cette vérité? Pas ce que les autres attendaient que j'en fasse. Pas ce qui préserverait le plus d'apparence, mais ce qui me permettrait de continuer à vivre sans me renier. La réponse n'était pas immédiate. Elle se construisait lentement, au fil des nuits et des notes. Mais une chose était déjà claire. Je ne pouvais plus faire comme avant. Revenir au silence aurait été une violence supplémentaire, cette fois infligée par moi-même. J'avais trop longtemps confondu patience et effacement. J'ai aussi pris conscience d'un déplacement intérieur important. Jusqu'ici, j'avais cherché à être comprise. Désormais, je cherchais à être alignée. Cette différence changeait tout. Être comprise dépend des autres. Être alignée dépend de soi. Et cette autonomie nouvelle me donnait une forme de calme inattendu. Il ne s'agissait pas de me venger, ni de provoquer une rupture spectaculaire. Il s'agissait de me replacer au centre de mon propre récit. De reconnaître que ma vie ne pouvait plus être organisée autour d'un secret que l'on m'avait imposé. Cette prise de conscience n'a pas effacé la douleur. Elle l'a transformée. Elle l'a rendue utile. Elle m'a offert une direction, encore floue, mais ferme. Je savais désormais que la suite ne se jouerait pas dans l'explosion, mais dans la préparation. Ils avaient protégé le secret pendant des années. Moi, je commençais enfin à protéger ce qui m'avait toujours manqué. Ma clarté, ma dignité et mon droit inaliénable à la vérité. Après l'introspection est venu le temps de l'organisation. Pas celle qui se voit, pas celle qui se raconte. Une organisation intérieure et concrète, patiente, presque invisible. J'avais compris que si je voulais me protéger, réellement, je devais cesser de réagir et commencer à structurer. La colère aurait été bruyante et brève. La méthode, elle, pouvait durer. Je n'ai rien annoncé. J'ai continué à répondre aux messages avec la même sobriété. Et là, j'ai maintenu les habitudes, les formules polies, les silences convenus. Ce n'était plus de la soumission. C'était une stratégie. Je savais désormais que la moindre agitation serait interprétée comme une faiblesse, ou pire,
comme une hystérie commode pour discréditer mes démarches. Je voulais rester lisible, irréprochable. J'ai commencé par consulter quelqu'un qui n'avait aucun lien avec mon histoire, un professionnel extérieur, neutre, précis. Je n'ai pas raconté ma vie. J'ai exposé des faits, des dates, des documents, des décisions prises sans moi. Il a écouté, sans m'interrompre, puis il a posé des questions simples, presque dérangeantes par leur évidence. Avez-vous donné votre accord? Avez-vous été informé avant la signature? Disposez-vous d'une copie intégrale? À chaque fois, la réponse était la même, non. Et à chaque fois, je sentais que ce non cessait d'être une honte pour devenir un constat. Ce rendez-vous a marqué un tournant. Pour la première fois, ma situation n'était plus racontée en termes affectifs, mais en termes clairs, structurés. On ne me demandait pas d'expliquer pourquoi je n'avais pas su. On partait du principe que je n'avais pas été informée. Point. Cette bascule m'a redonné une stabilité que je n'avais jamais connue. Pour ça, les semaines suivantes ont été consacrées à des démarches concrètes. J'ai demandé des copies officielles, complètes, sans résumé ni interprétation. J'ai relu chaque document, lentement, parfois plusieurs fois. J'ai appris à reconnaître les formulations floues, les phrases qui semblent rassurantes, mais qui déplacent la responsabilité. Je notais tout, les dates, les incohérences, les zones d'ombre. En parallèle, j'ai repris la main sur ce que j'avais toujours laissé aux autres par habitude. Mes comptes, mes assurances, mes contrats. Pendant des années, on m'avait dit que ces sujets étaient compliqués, techniques, secondaires. Je découvrais qu'ils étaient surtout un moyen de contrôle silencieux, comprendre ce qui était écrit, poser des questions, demander des explications, n'était pas une provocation. C'était une reprise de souveraineté. Ce travail était exigeant. Il me confrontait à ma propre fatigue, à mes anciennes peurs. Il y a eu des soirs où je me suis demandé si je n'allais pas trop loin. Si cette rigueur nouvelle n'allait pas me coûter les beaux derniers liens encore debout. Puis je repensais à cette enveloppe, à cette décision prise sans moi, et le doute se dissipait. Ce qui avait été fait n'était pas anodin. Le réparer ne pouvait pas l'être non plus. À l'extérieur, rien ne changeait vraiment. Et c'était précisément ce qui me protégeait. On continuait à me voir comme avant. Calme, discrète, compréhensive. Cette image, que l'on avait contribué à façonner, devenait paradoxalement mon meilleur bouclier. Personne n'imaginait que, derrière cette continuité, je construisais autre chose. J'ai aussi fixé des règles claires pour moi-même. Ne plus signer sans avoir compris. Ne plus accepter une décision expliquée par c'est mieux comme ça. Ne plus confondre protection et infantilisation. Ces règles simples sont devenues mon cadre. Elles ne dépendaient de personne d'autre que moi. À un moment, j'ai rédigé un document personnel. Pas un acte juridique, mais un texte pour moi seul. J'y ai écrit ce que je savais désormais, ce que je refusais d'oublier, ce que je ne tolérerais plus. Ce texte n'avait pas vocation à être lu par d'autres. Il était là pour m'empêcher de me trahir quand la fatigue ou la culpabilité reviendrait frapper. La préparation n'avait rien d'une vengeance. Elle ne cherchait pas à surprendre ni à humilier. Elle visait une chose précise. Que plus jamais un secret ne soit jugé plus important que ma sécurité. Que plus jamais on ne décide pour moi, en supposant que je comprendrai après. Quand tout a été en place, les informations rassemblées, les protections amorcées, les limites clarifiées, je n'ai ressenti ni exaltation ni soulagement spectaculaire. J'ai ressenti quelque chose de plus rare. Une solidité intérieure. Une sensation nouvelle d'être à la bonne place. Même dans l'incertitude. Je savais que la confrontation viendrait, que ceux qui avaient protégé le secret sentiraient tôt ou tard que quelque chose leur échappait. Mais pour la première fois, je n'avais pas peur de ce moment. Parce que je ne me préparais plus à être épargnée. Je me préparais à me protéger moi-même. La confrontation n'a pas eu lieu quand je l'avais imaginée. Elle n'est pas arrivée dans un éclat de voix, ni dans un face-à-face théâtral. Elle s'est annoncée par une fissure dans leur assurance. Un détail qui ne trompe pas, un message plus prudent que d'habitude, une question posée, à demi un mot, comme si l'on cherchait à vérifier si je savais vraiment ce que je savais. On pourrait se voir pour en parler calmement. Cette demande, autrefois, m'aurait mise en alerte. J'aurais cherché le bon moment, la bonne formulation, la bonne manière de ne pas heurter. Cette fois, j'ai accepté sans précipitation. J'ai proposé un lieu neutre.
ni symbolique, ni chargé d'affect. Un endroit où personne ne pourrait se réfugier derrière des souvenirs pour justifier des décisions présentes. Ils sont arrivés avec des dossiers. Toujours des dossiers, épais, rangés, rassurants. Comme si le papier pouvait restaurer une autorité vacillante. Les regards étaient tendus, les sourires mécaniques. On sentait que quelque chose avait changé. La conversation n'était plus asymétrique. Il ne parlait plus à quelqu'un qui ne savait pas. Il parlait à quelqu'un qui avait compris. Ils ont commencé par rappeler le contexte. À l'époque, c'était compliqué. On a fait au mieux. Tu sais bien que ce n'était pas contre toi. Les phrases étaient rodées, polies par des années de répétition. Je les écoutais sans interrompre, attentive non pas au sens, mais à l'intention. Chaque mot cherchait à diluer la responsabilité, à transformer un choix en fatalité. Quand ils ont marqué une pause, j'ai posé calmement les documents essentiels sur la table. Pas tous, juste ceux qui suffisaient à rendre visible ce qui avait été caché. Les dates, les signatures, les conséquences concrètes. Rien d'accusateur. Rien d'émotionnel. La simple réalité. Le silence qui a suivi a été lourd. Non pas un silence de réflexion, mais un silence de recalcul. Je pouvais presque voir les stratégies se réorganiser. L'un d'eux a tenté de reprendre la parole. Tu interprètes ces papiers d'une manière. Je l'ai interrompu doucement. Je n'interprète pas. Je lis. Cette phrase a marqué un basculement. Pour la première fois, ils n'avaient plus la main sur le récit. Ils ont essayé de reprendre le terrain sur un autre plan. Tu sais, remuer tout ça maintenant, ça va faire du mal à tout le monde. J'ai répondu sans élever la voix, ça a déjà fait du mal. Simplement pas à vous. Il y a eu des tentatives de négociation, des propositions vagues, des promesses de transparence future. On évoquait la paix familiale, la nécessité de ne pas tout bouleverser. Comme si l'équilibre existant n'avait pas été bâti sur mon exclusion. Comme si le calme qu'ils défendaient n'était pas le résultat de mon silence. À un moment, l'un d'eux a laissé échapper une phrase qui disait tout. On ne pensait pas que tu irais aussi loin. Ce aussi loin m'a frappé. Il révélait leur erreur fondamentale. Ils avaient confondu ma patience avec une limite définitive. Ils avaient cru que mon silence était une nature, pas une stratégie de survie. Leur surprise n'était pas juridique, elle était morale. Je n'ai pas cherché à les convaincre davantage. Je n'en avais plus besoin. J'ai expliqué ce que j'avais fait, ce que je ferais, ce que je ne ferais plus. Sans menace, sans ultimatum, juste des faits et des limites. À partir de maintenant, aucune décision qui me concerne ne sera prise sans moi. Et ce qui a été fait sans mon consentement sera revu. Ils ont réagi différemment. L'un s'est fermé, presque hostile. Un autre a tenté l'apaisement. Un troisième s'est réfugié dans le silence. Cette dispersion était révélatrice. Le front commun, si solide autrefois, se fissurait sous le poids de la vérité exposée. La discussion s'est achevée sans résolution partagée. Pas de réconciliation spectaculaire. Pas de rupture officielle. Mais une chose était claire. Le terrain avait changé. Les leviers affectifs ne fonctionnaient plus. La culpabilisation glissait. Le doute avait changé de camp. En quittant le lieu, je n'ai ressenti ni triomphe ni vengeance. J'ai ressenti une gravité calme. Celle qui accompagne les décisions irréversibles. Je savais que des conséquences suivraient. Des silences plus lourds. Des tentatives de pression indirecte. Peut-être des exclusions. Mais je savais aussi que revenir en arrière serait une violence plus grande encore. Les jours suivants ont confirmé ce pressentiment. Les messages sont devenus plus rares, plus prudents. Certains plus durs, presque accusateurs. Tu détruis tout. Non, je lisais ces mots sans me sentir responsable. Ce qui se défaisait n'était pas une famille protectrice. C'était un système fondé sur le secret et l'infantilisation. Le piège s'était refermé, non pas parce que j'avais tendu une embuscade, mais parce que j'avais cessé d'être prévisible. Ils ne savaient plus comment m'atteindre, ni sur quel registre me faire taire. Et cette incertitude les déstabilisait. Ce jour-là, j'ai compris une chose essentielle. On ne perd jamais vraiment une relation en disant la vérité. On perd l'illusion que cette relation pouvait survivre à la vérité. Je n'avais pas gagné contre eux. J'avais gagné pour moi. Et dans ce calme nouveau, même chargé de conséquences, je me tenais enfin à la bonne place, celle d'une femme qui n'attend plus d'être protégée par des secrets,
parce qu'elle a appris à se protéger par la clarté. Après la confrontation, rien ne s'est effondré d'un coup. Il n'y a pas eu de scène finale, pas de rupture déclarée, pas de phrase définitive. L'éclatement a été progressif, presque clinique. Comme une structure trop longtemps maintenue par des étés invisibles, on en retire un, puis un autre, et l'ensemble commence à se fissurer sans bruit. Les premiers jours ont été marqués par une étrange prudence. Les messages arrivaient encore, mais ils étaient courts, mesurés, dénués de chaleur. On parlait de choses pratiques, jamais du fond, comme si nommer ce qui s'était passé risquait d'ouvrir une brèche impossible à refermer. Je reconnaissais ce mécanisme. C'était le même qui avait protégé le secret pendant des années. Le silence comme anesthésiant collectif. Très vite, j'ai compris que des récits parallèles se mettaient en place. On expliquait mon attitude. On la commentait. On la reformulait pour la rendre supportable. Elle traverse une période difficile. Elle se laisse influencer. Elle a mal compris. Ces phrases me revenaient par fragments, rapportées par des proches bien intentionnés. Je n'ai pas cherché à les corriger. J'avais appris que la vérité n'a pas besoin d'être défendue à chaque détour. Elle se tient. Ce qui m'a le plus frappé, c'est l'inversion soudaine des rôles. Moi qui avais toujours été présentée comme trop sensible pour comprendre, je devenais dangereuse parce que trop lucide. Ce n'était plus mon silence qui était valorisé, mais ma capacité à me taire de nouveau. Et cet attentat-là, je ne pouvais plus y répondre. La famille s'est alors fragmentée, sans déclaration officielle. Certains ont pris leur distance. Pas par hostilité ouverte, mais par inconfort. Ma présence rappelait quelque chose qu'ils préféraient éviter. La possibilité que le récit commun ne soit pas entièrement vrai. D'autres ont tenté de rester au milieu, répétant qu'ils comprenaient les deux côtés. Cette neutralité apparente me laissait un goût amer. Il n'y avait pas deux vérités équivalentes. Il y avait une vérité révélée trop tard, et la difficulté collective à l'assumer. Il y a eu aussi des reproches, parfois à peine voilés. Tu aurais pu laisser ça tranquille. Maintenant, pourquoi remuer le passé? Ces phrases supposaient que la paix dépendait de mon ignorance. Comme si le calme familial avait pour condition mon effacement. Autrefois, ces mots m'auraient fait douter. Ils glissaient désormais autrement. Non pas parce que je n'étais plus sensible, mais parce que je n'étais plus coupable. Les conséquences ont aussi été concrètes. Des réunions organisées sans moi. Des décisions prises ailleurs. Des événements dont j'apprenais l'existence après coup. Toujours accompagnés d'une justification maladroite. On ne voulait pas te mettre mal à l'aise. Je souriais tristement. Mon malaise n'avait pas commencé le jour où j'avais parlé, mais bien avant, quand je ne savais pas encore ce que l'on m'allait cacher. Il y a eu des moments de solitude réelle. Des soirs où l'absence de certaines voix pesait lourd. J'ai pleuré quelques liens, non parce qu'ils me manquaient tels qu'ils étaient devenus, mais parce que j'avais cru qu'ils reposaient sur quelque chose de plus solide. Cette tristesse n'était pas une faiblesse. Elle était la preuve que j'avais aimé sincèrement. Et pourtant, au milieu de cette désagrégation, quelque chose de nouveau s'est installé. Une clarté relationnelle. Les liens qui subsistaient étaient moins nombreux, mais plus justes. Certaines personnes sont restées sans chercher à minimiser ni à dramatiser. Elles n'avaient pas toutes les réponses, mais elles ne niaient pas la réalité. Leur présence discrète m'a apporté plus de soutien que je ne l'aurais imaginé. Je n'ai pas cherché à recoller les morceaux. Je savais que toute tentative de reconstruction artificielle aurait exigé de moi un retour au silence. Et ce prix-là, je ne pouvais plus le payer. La famille que j'avais connue ne pouvait survivre qu'à condition que je ne sois pas pleinement moi à même. Cette évidence, aussi douloureuse soit à elle, m'a libérée. L'éclatement n'était pas une vengeance, il était une conséquence. La conséquence d'une vérité qui ne pouvait plus rester confinée. D'un système relationnel qui ne fonctionnait qu'à condition que je reste à ma place. Une place définie sans moi. Aujourd'hui, je regarde cette famille fragmentée, avec une distance nouvelle. Je n'y suis plus enfermée. J'en fais partie autrement, quand c'est possible. Et quand ce ne l'est pas, je n'insiste plus. J'ai cessé de confondre persévérance et auto-effacement. Ils ont perdu le contrôle d'un récit. J'ai gagné la cohérence avec moi à même. Et même si cette cohérence s'est parfois payée d'une solitude inattendue,
Elle est devenue la base la plus solide sur laquelle je pouvais continuer à vivre. Quand le bruit s'est enfin éloigné, quand les messages se sont espacés et que les silences ont cessé d'être agressifs pour devenir simplement réels, j'ai compris que quelque chose s'ouvrait. Pas une renaissance spectaculaire, pas une vie idéalisée. Une vie plus simple, plus nue, mais profondément mienne. Les premiers temps, j'ai ressenti un étrange mélange de vide et de soulagement. Le vide venait de l'absence de rôle à tenir. Plus besoin d'anticiper les humeurs, de mesurer chaque mot, de deviner ce qui devait rester tu. Le soulagement, lui, naissait de cette même absence. Je pouvais enfin respirer, sans me demander si je prenais trop de place. J'ai commencé par ralentir. Vraiment. J'ai cessé de remplir mes journées pour éviter de penser. J'ai accepté les matinées silencieuses, les après à midi sans but précis. Cette lenteur m'a d'abord inquiétée. Puis, elle est devenue un luxe. Dans cet espace dégagé, j'ai commencé à entendre ma propre voix, distinctement, sans interférence. J'ai réaménagé mon intérieur. Rien de radical, mais des choix symboliques. J'ai déplacé des meubles, changé la place de certains objets. J'ai donné ceux qui ne me ressemblaient plus. Chaque décision, même minuscule, était une affirmation tranquille. Je pouvais choisir sans demander la permission. Je me suis remise à marcher longtemps, seule. La marche avait toujours été pour moi un refuge, mais elle prenait désormais un sens nouveau. Elle n'était plus une fuite. Elle devenait une manière d'habiter mon corps, mon rythme, mes pensées. Dans ces pas répétés, je sentais se reconstruire une continuité intérieure que les années de silence avaient fragmentée. Des relations nouvelles se sont esquissées, sans effort. Pas des confidences immédiates, pas des liens fusionnels, des échanges simples, honnêtes, sans arrière-plan. Je n'avais plus besoin d'expliquer d'où je venais ni ce que j'avais traversé pour exister. Ma présence suffisait. Cette évidence m'a ému plus que je ne l'aurais cru. Il y avait encore des moments de tristesse. Certains jours, une phrase entendue, une date, une odeur, réveillaient une mélancolie sourde. Je ne la rejetais plus, je la laissais passer. Elle n'était plus une menace. Elle était le signe que je n'avais pas traversé cette histoire sans attachement, sans amour, sans espoir. Et cela, malgré tout, était une richesse. J'ai aussi appris à redéfinir la notion de protection. Longtemps, j'avais cru qu'être protégé signifiait être tenu à l'écart, ménagé par le silence. Aujourd'hui, je savais que la véritable protection commence par la vérité. Même quand elle fait mal, même quand elle oblige à réorganiser toute une vie, peu à peu, j'ai cessé de me demander ce que les autres pensaient de mon choix. Cette question, autrefois centrale, perdait de son emprise. Elle ne disparaissait pas complètement, mais elle n'orientait plus mes décisions. Je ne cherchais plus à être comprise par ceux qui avaient bâti leur tranquillité sur mon ignorance. Un jour, en relisant mes notes, j'ai réalisé que je ne me définissais plus par ce qu'on m'avait caché. Cette histoire faisait partie de moi, mais elle ne me résumait plus. J'étais autre chose que la victime d'un secret. J'étais une femme qui avait regardé la vérité en face et choisi de ne plus s'y perdre. Ce nouveau départ n'était pas un effacement du passé, il était une intégration. J'emportais avec moi ce que j'avais appris, la vigilance, la clarté, la capacité à dire non sans me justifier. Ces acquis étaient discrets, mais solides. Ils formaient une base sur laquelle je pouvais désormais construire. Je ne savais pas encore ce que l'avenir me réservait, mais je savais ce que je n'accepterais plus. Les décisions prises sans moi. Les silences, imposés au nom du bien commun. Les protections qui ressemblent à des abandons. Dans cette vie nouvelle, je n'étais pas devenue plus dure. J'étais devenue plus juste envers moi-même. Et cette justice intime, quotidienne, changeait tout. Elle donnait à mes choix une cohérence que je n'avais jamais connue. Je marchais désormais avec moins d'illusions, mais avec une paix plus réelle. Une paix qui ne dépendait plus de l'accord des autres, mais de mon alignement intérieur. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais plus en danger dans ma propre vie. Il y a des vérités qui ne font pas de bruit quand elles arrivent. Elles ne renversent pas la table, ne provoquent pas de cris, ne déclenchent pas de scènes mémorables. Elles s'installent lentement, profondément, et modifient à jamais la manière dont on se tient dans le monde. La mienne a fait exactement cela. Moi, aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ne vois plus seulement ce qu'on m'a caché. Je vois surtout tout ce que j'ai porté sans le savoir. Les silences hérités. Les rôles acceptés par habitude.
Les renoncements déguisés en maturité. Pendant longtemps, j'ai cru que cette endurance faisait de moi quelqu'un de fort. Je comprends désormais qu'elle faisait surtout de moi quelqu'un de seul. Ils ont protégé le secret avec une constance presque admirable. Ils ont surveillé les mots, évité les questions, organisé les non-dits. Tout cela demandait de l'énergie, de la discipline, une cohésion tacite. Ce secret avait une valeur immense à leurs yeux, assez grande pour justifier mon exclusion, assez grande pour que ma sécurité intérieure passe après. Longtemps, j'ai cru que cette mise à l'écart signifiait que je n'étais pas digne de protection, que quelque chose en moi me rendait secondaire. Cette croyance m'a accompagnée des années durant. Elle a orienté mes choix, mes relations, ma manière de m'effacer avant même qu'on me le demande. La vérité m'a appris une chose essentielle. Je n'ai jamais manqué de valeur. J'ai seulement grandi dans un système qui confondait protection et contrôle. Je ne cherche plus aujourd'hui à réécrire le passé. Il est ce qu'il est. Je n'essaie pas non plus de forcer une reconnaissance tardive. Certaines personnes ne peuvent pas regarder ce qu'elles ont fait sans s'effondrer. Je respecte cette limite, même si elle me coûte. La réparation ne vient pas toujours de ceux qui ont blessé. Ce qui a changé, en revanche, c'est la manière dont je me traite moi-même. Je ne minimise plus mes intuitions. Je ne corrige plus mes émotions pour qu'elles deviennent acceptables. Je ne m'excuse plus d'avoir besoin de comprendre. Ces ajustements peuvent sembler modestes. Ils sont pourtant révolutionnaires, à l'échelle d'une vie passée à se taire. J'ai appris que la protection véritable ne consiste pas à être épargné de la douleur, mais à être reconnu comme sujet à part entière. Quelqu'un à qui l'on parle, et non quelqu'un pour qui l'on décide. Cette reconnaissance, je ne l'ai pas reçue quand j'en avais besoin. Je me la donne désormais. Il reste des traces, des silences encore sensibles, des absences qui, certains jours, pèsent plus lourd que d'autres. Je ne prétends pas que tout est réglé, mais ces manques ne m'avalent plus. Ils coexistent avec autre chose, une stabilité intérieure que je n'avais jamais connue. Une sensation d'être enfin chez moi, dans ma propre histoire. Si je devais m'adresser à celle que j'étais avant, je ne lui dirais pas qu'elle aurait dû voir, comprendre, se défendre plus tôt. Je lui dirais simplement ceci. Tu as fait de ton mieux avec ce que l'on t'a donné. Et aujourd'hui encore, je me le répète, chaque fois que le doute tente de revenir. À celles et ceux qui vivent avec l'impression diffuse qu'on leur cache quelque chose, je voudrais dire qu'ils ne sont pas fous, ni trop sensibles, ni ingrats. Le corps et l'esprit savent souvent avant les mots. Et écouter cette intuition, même tardivement, peut sauver une vie intérieure. Je n'ai pas gagné contre eux. Je n'ai pas triomphé d'un secret. J'ai gagné quelque chose de plus discret et de plus précieux, le droit de ne plus me trahir pour préserver des équilibres qui m'écrasaient. J'ai gagné la liberté de choisir mes silences et mes paroles. Aujourd'hui, si je me tais encore parfois, ce n'est plus par peur, ni par loyauté mal placée. C'est par discernement. Parce que j'ai appris que le silence, lorsqu'il est choisi et non imposé, peut devenir un acte de protection. Et au terme de ce chemin, je sais désormais une chose avec une certitude tranquille. Mais le silence peut aussi être une forme de justice.